passait pas en voilà. Ça semble tellement dépassé. Vous serez plaisir alors. Une conservation parfaite. Pas étonnant que ce petit loustic soit l'ancêtre du Blu-ray. Ça n'a pas l'air en Full HD. On dirait plutôt une vieille galette. Une vieille galette, hein. Alors essaie de t'imaginer au début des années 90. Tu es dans ton petit cinéma, tu jettes un coup d'œil sur l'affiche de cette vieille galette. Tu te dis, pourquoi aller voir ce film? Le petit dinosaure t'a déjà offert une aventure dans la vallée des merveilles. C'est alors que le générique commence. Il nage pas de face, mais par les côtés. Et il t'attrape avec ça. Une musique de John Williams de 3 minutes 30. Il n'essaie pas simplement de te faire jubiler sur ton fauteuil, non. Il t'attrape ici, ou même ici, et surtout ici. Le pire dans tout ça, c'est que tu es encore vivant quand tu verses ta première larme. Alors, essaie de te montrer un peu plus respectueux. Ok. Bonjour à toi chers spectateurs, donc vous l'avez compris, pas besoin de vous présenter de quoi on va réellement parler, mais si c'était encore le besoin, voilà, on va parler de ça. Et si c'est encore besoin de le présenter, voilà, S'il y a besoin encore, là, il y a... voilà, on est sponsorisé là. voilà, pas besoin d'aller plus loin. Donc, la saga Jurassic Park, Fabien, toi tu la connais très bien, puisque tu es un très très grand fan de la saga Jurassic Park, Ouais. pour ne pas dire que tu as carrément grandi avec la saga Jurassic Park. Exactement. C'est le cas. Donc voilà, si tu as besoin encore de la résumer, qu'est-ce que c'est? C'est une saga initiée par Steven Spielberg et Michael Crichton en 93, Tout à fait. qui était une saga précurseur autant d'un point de vue cinématographique que d'un point de vue technologique, que d'un point de vue avant-gardiste, puisque ça anticipe ce qui se passe aujourd'hui par exemple avec les mammouths, puisqu'on parle carrément de chercheurs qui seraient sur le point de recréer un mammouth à partir de son ADN, qu'ils auraient récupéré, pas au travers d'un moustique, mais pas loin. Enfin, voilà, Tout à fait. Ouais, c'est précurseur au niveau du cinéma en tout cas. Il y a eu C'est ça. un avant et un après Jurassic Park. Ah bah oui, oui. Et pareil pour la génétique, ils étaient des précurseurs pour plein d'idées, on va dire plus ou moins mauvaises. C'est ça. Oui, plus ou moins mauvaise. Et donc forcément, vu que Jurassic World s'apprête à sortir, c'était important pour nous, même très important, vous l'aurez compris avec l'introduction, de revenir dessus et d'en parler avec le plus grand amour cinématographique possible. Donc là, abordons tout de suite le premier, Jurassic Park de Steven Spielberg, sorti en 1993. L'histoire... Allez Fabien, je te laisse te lancer. L'histoire pour essayer de... Donc je vais essayer en général d'être assez objectif, hein, parce que c'est pas forcément évident d'être objectif et concis. Voilà, donc je vais essayer d'être dans cette optique-là Prends du recul. pour les vidéos. Oui, donc le pitch du premier Jurassic Park, donc on suit donc un milliardaire a créé donc sur une île au large du Costa Rica une réserve naturelle biologique où il a recréé avec une bande de scientifiques des fameux dinosaures et il va Demander à Alan Grant puis sa compagne qui sont Ellie. qui sont des paléontologues et paléobotanistes de venir visiter un week-end le parc pour donner leur aval et Ouais. faire en sorte que les actionnaires Les soient actionnaires, rassurés parce qu'ils ont peur suite à un incident qu'on voit dans l'introduction du film, Tout à fait. que ça vire au cauchemar. Voilà. Pour faire simple. Pour faire simple, c'est ça. Vaut mieux faire simple pour Tout les à fait. résumés de Jurassic Park. En général, je pense que toi comme moi, on va être même d'un point de vue objectif, et je pense que très peu de personnes sont très
sont malheureusement, très malheureusement objectifs, ce film est un chef-d'œuvre. C'est évident. oui, c'est pour l'instant, ça reste en tout cas le meilleur de la saga. C'est un chef-d'œuvre à plusieurs points de vue. On part sur un avis global du film. Un avis global. Allez, un vas-y. avis global. Donc oui, pour moi, il est totalement précurseur. On revient là-dessus sur le domaine, en tout cas, des effets spéciaux. Voilà, on ressent toute la patte vraiment Spielberg de ce qui a été développé dans ses films précédents et ce qui va aussi être développé par la suite. Et c'est ce côté éclectique, je pense, de ce réalisateur qui fait qu'à chaque fois qu'il va faire un film, il va y aller à fond sur le thème qu'il veut engendrer. C'est Ici, ça, la génétique et puis ce qu'on pourrait se prendre pour Dieu à créer donc du coup des dinosaures. C'est vrai que c'est une thématique qui depuis a été énormément reprise. L'idée de si on se prend pour Dieu, on finit toujours par toucher le ciel et donc le ciel nous tombe sur la tête quasiment. Et c'est vrai que ce film-là, en tout cas, à l'époque, c'était une des premières œuvres à vraiment prendre le concept de Dieu, qui ensuite sera beaucoup repris dans les films d'intelligence artificielle, etc. Exactement. Et là, c'était vraiment, voilà, si on se prend pour Dieu, ben, on va forcément se foirer et Dieu reprend toujours ses droits, Exactement. entre guillemets. C'est un petit peu ça. Bah oui, moi je suis d'accord avec toi, enfin, c'est un film qui est précurseur, enfin voilà, il n'y a pas grand chose à en rajouter en fait, c'est presque une évidence en fait de dire que ce film est un chef-d'œuvre, c'est presque dire quelque chose qui a été dit et redit, mais c'est important de leur préciser. Ceux qui ne l'ont pas vu ou ceux qui vont peut-être découvrir la saga Jurassic Park avec Jurassic World, Ouais. c'est essentiel que vous compreniez que Jurassic Park c'est un chef-d'œuvre. S'il n'y avait pas eu Jurassic Park, il n'y aurait jamais eu Jurassic World, il n'y aurait jamais eu tous les films de dinosaures, tous les films sur ce genre de thématique. Ouais. Peut-être que même des chercheurs n'auraient jamais eu cette idée de Cette prendre de idée-là, l'ADN de mammouth pour créer un Tout à mammouth. fait. Et puis même ça a remis au goût du jour, je pense, les dinosaures à l'époque. Donc mon enfance a été bercée des dinosaures à cause de ça, je dirais, un petit peu. Et même ça a remis au goût du jour un peu l'image qu'on avait des dinosaures, parce que tout ce qu'on avait vu dans les anciens films, ça allait les dinosaures assez archaïques, dans la King Kong, dans Oui, les voilà. différentes versions du Monde Perdu ou de la version du Voyage au centre de la Terre, tu vois, on avait des dinosaures très archaïques. Et là, on a remis au goût du jour avec la science, on va dire un peu plus vérité vraie, parce qu'il y avait un paléontologue assez connu du coup qui avait son aval sur les films aussi Ouais, qui pour était rediriger assistant, un petit peu pour que ça, on va dire, au plus près de la vérité, même si des fois, voilà, les réalisateurs, Spielberg et Joe Johnston pour le troisième, ont pris des Certaines libertés, libertés. mais pour le film, pour le bien du film en tout cas. Est-ce qu'on aborde, bon, autant aborder le scénario rapidement, donc adapté d'un roman donc, de Michael Crichton, dont tu as bien fait de me le repréciser, et vas-y, je te laisse dire Donc, les petites anecdotes, Petite parce que anecdote, c'est toi qui du les coup, connais. donc ces oui, anecdotes. un roman de Michael Crichton qui était donc une connaissance et un ami à Steven Spielberg et qui lui a du jour au lendemain lui a dit bah tiens j'aimerais bien que tu lises mon bouquin. Ça parlait donc le bouquin de Crichton, en tout cas comparé au film, est beaucoup plus axé scientifique et beaucoup plus axé noir. Il est beaucoup plus noir, il est beaucoup plus dans Très le blockbuster réalisme, aussi. voilà, plus dans le réalisme aussi, alors que Spielberg lui nous a livré un film beaucoup plus un divertissement beaucoup plus familial. C'est ça, ouais. Mais et ce qui était quand même pas ce qui était une bonne idée pour donner l'accès en fait à ce thème-là, je pense. À ce thème-là, C'était oui, parce trop, que si ça avait été trop noir, en fait, ça aurait aurait, été- ça aurait repoussé beaucoup aurait loin. peut-être Ça aurait repoussé. sûrement poussé l'hype beaucoup plus loin autour du film, mais ça lui aurait pas permis de rencontrer son public. Tout à fait. Donc il lui a prêté le bouquin, Steven Spielberg l'a dévoré et il lui a dit je veux faire ça. Je veux réaliser un film sur cette thématique-là. Il a acheté les droits même avant qu'il sorte, le bouquin de Crichton, et du coup bah, ils ont bossé un petit peu main dans la main parce qu'il a été quand même assez présent sur le Bah, tournage. il est crédité Oui, comme et, co-scénariste il a avec été David aussi Coep. que scénariste avec Coep. Donc du coup voilà, c'était vraiment une confiance. Là, c'est une adaptation qui est assez divergente du bouquin, mais pour plusieurs raisons. Et je pense que c'est pour ça que Crichton a voulu être là aussi. C'était pour qu'il n'en fasse pas non plus quelque chose de trop excentré du bouquin à la base. Le fond est là, la forme est différente. Parce qu'il faut savoir aussi que Crichton est connu pour être un des gros salopards d'Hollywood parce que, à part donc Jurassic Park, il est aussi connu pour avoir écrit Le 13e guerrier qui a été adapté par McTiernan. Et à ce qui paraît, sur le tournage de McTiernan, il était imbuvable vu qu'il était en plus producteur du film. Il voulait tout le temps il voulait tout le temps donner son aval sur n'importe quelle scène. Et ça a fini à la fin où il a refusé à McTiernan d'avoir le final cut. Et McTiernan ne l'a eu que 7 ans plus tard où il a pu sortir une version de Director's Cut du 13e guerrier. Mais voilà, ça reste la dernière image qu'on a de Crichton pour beaucoup de fans en fait. En tout cas, on a plus cette image du pote de Spielberg. On a l'image du connard qui a empêché McTiernan de faire son film. Ouais. Voilà, c'est Malgré juste ça, pour il a moi. quand même écrit en tout cas des bons. Et puis en tout cas, son scénario, enfin Ouais, le ouais. scénario qu'il coécrit avec David Coep est vraiment excellent. Et Donc moi, ce voilà. que je trouve qui est intéressant et qu'on va voir dans le deuxième, qui est un petit peu moins équilibré, c'est que Coep a cette patte qui est très archaïque et classique dans l'écriture. Pour ceux qui connaissent Coep, il a réalisé dernièrement Fenêtre secrète et aussi
un film avec Johnny Depp, je m'en souviens plus du titre malheureusement. Lequel? Je sais plus. Mais en gros, voilà, David Koepp, c'est quelqu'un qui est très archaïque dans sa construction du cinéma, qui est très classique et qui est limite parfois maladroit. C'est aussi celui qui a écrit le premier Spider-Man, et heureusement qu'il y avait Sam Raimi derrière, parce que très clairement, sinon ça aurait été le film le plus cliché de l'histoire d'Hollywood, et ça ne serait certainement pas rentré dans le panthéon des grands films de super-héros. Mais en tout cas, là, le fait qu'il y ait Crichton derrière, ça équilibre un petit peu, et ça fait que le film a une légèreté et en même temps un poids assez dramatique, qui font que les deux scénaristes semblent bien s'équilibrer. En tout cas, ça se ressent, et c'est vraiment époustouflant de ce point de vue. Donc le scénario est bien mené, alors, l'histoire tient debout de A à Z, il n'y a pas de moment où on se dit... on y croit tout de suite, quoi. Même le fait de redonner vie à des dinosaures. Là, nous, on l'apprend dans le même... Comme les acteurs, comme les personnages du film. On a l'idée un petit peu au début, voilà. On se dit qu'est-ce que c'est qui se cache dans cette cage. Mais quand on le découvre réellement, c'est lorsque Alan Grant et Ellie se retrouvent face aux diplômes de cul, qui sont... Au Brachiosaure. Je vais être chiant, mais c'est normal. Non mais t'as raison. Mais voilà, c'est toute la maestria de cette écriture, c'est de nous surprendre à chaque instant. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment assez rare. Oui, du coup, donc le niveau du scénario, en comparaison rapidement le bouquin et le livre, il y a juste 2 grosses séquences qui sont assez différentes. Par exemple, la fin du film devait être totalement différente par rapport à ce que Spielberg nous a livré. Normalement, à la base, les enfants et Grant, je crois, voient des raptors, des vélociraptors monter sur un bateau qui part sur le continent. Donc du coup déjà on a une ouverture différente pour la suite en tout cas, et même à la fin c'est carrément l'armée américaine qui venait exploser l'île. Qui venait faire exploser l'île, voilà, ce qui aurait été un petit peu gros, on va dire, un petit peu gros. Mais après le reste se tient, c'est à peu près la même chose, les personnages subissent à peu près les mêmes choses, voilà. Il y a quelques petits détails près. Après, on n'a pas forcément trop besoin de développer la mise en scène de Steven Spielberg parce que c'est un génie ultime. Enfin, il y a même plus besoin de le prouver, il y a même plus besoin de le renforcer. Ce qui peut être intéressant d'évoquer, c'est les thématiques, une nouvelle fois chères à Steven Spielberg, c'est-à-dire le rapport avec la paternité. Toujours. Pour ceux qui suivent un petit peu la filmo de Steven Spielberg, c'est quelqu'un qui est passionné par la relation père-fils. Que ça aille des Dents de la Mer, que ça passe par la Guerre des Mondes, que ça aille même jusqu'à Lincoln dernièrement. Tous ces films, ça parle de paternité, ça parle de rapport entre un fils et un père ou entre 2 enfants. Et là, c'est clair et net, Alan Grant, il va passer d'un homme célibataire à un père. Littéralement. Exactement. Et c'est d'ailleurs ce qui fera que beaucoup de gens ont fait un gros bras d'honneur à l'ouverture du 3. Puisque voilà, ça casse. On reviendra là-dessus. Enfin, je sais pas si tu veux renforcer quelque chose sur la mise en scène de Steven Spielberg, mais non, j'ai pas assez de recul. C'est vrai que au-delà d'être un fan de Jurassic Park, je suis forcément fan de Spielberg. Donc oui, c'est la patte léchée de Spielberg, mais c'est des cadres tellement bien préparés, tellement bien amenés. Voilà, moi j'adore ce côté léché, j'adore ce côté préparé, et c'est très très beau quoi. Et puis les effets spéciaux sont clean, les animatroniques sont la force du film. C'est important de le aussi préciser. Ça, c'est avoir fait le mélange des animatroniques, donc de la robotique, des dinosaures robotisés et des effets spéciaux en CGI, et c'est ce que je trouve en général dans les films aujourd'hui à effets spéciaux, c'est ce qui manque. Ça coûte cher, c'est vrai que ça coûte trop cher. Maintenant, c'est plus rentable en tout cas niveau budget de faire des effets spéciaux, mais c'est ce qui va manquer. Et pourtant, à l'époque, le film a coûté que 60 millions de dollars, ce qui équivaut à que dalle par rapport à un blockbuster. Si on devait refaire un Jurassic Park aujourd'hui, ça coûte 150 millions de dollars. C'est con à dire, mais Jurassic World coûte 150 millions de dollars. Donc, mais je suis sûr qu'il y aura moins d'animatronique. On en reparlera, mais je suis sûr qu'il y en aura moins. Au niveau du casting, est-ce que c'est encore besoin d'évoquer que Sam Neill est grand et que Laura Dern est exceptionnelle et que Richard Attenborough est superbe, que Jeff Goldblum est à mourir de rire? Est-ce que c'est encore besoin de le préciser? Oui, voilà. Évidemment. Ils sont très très bons. Voilà. Même les enfants qui ont changé par... Il y a Joseph Mazzello et... j'ai pas lu le nom de la fille. C'est pas moi. Même les enfants sont crédibles, vraiment très crédibles au film, et ça va pas être évident, je pense, d'avoir... Ariana Richard, très bien. Qui a fait d'autres petits rôles, mais son plus gros rôle, c'est Jurassic Park. Ils ont été assez limités à ça. Ouais. Donc voilà, en tout cas, le premier, on doit avouer que c'était un chef-d'œuvre ultime. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est un chef-d'œuvre. Tu as raison. Qu'on pouvait pas rater. Et que c'est. Je pense que c'est même pas besoin de le préciser. Et tu peux être complètement subjectif là-dessus. C'est un chef-d'œuvre. Voilà, il faut dire merci à Jurassic Park parce qu'il y aurait des films aujourd'hui qu'on n'aurait pas du tout. Ça, c'est sûr. Ça se trouve, sans déconner, et même pour être objectif, on n'aurait peut-être même pas eu de Transformers s'il n'y avait pas eu Jurassic Park. Même pour ceux qui aiment Transformers. Michael Bay n'existerait pas. Voilà, c'est ça. Michael Bay n'existerait pas. Donc voilà, et forcément, on pouvait avoir certaines attentes pour le deuxième. On pouvait se dire qu'est-ce qu'on allait en attendre, qu'est-ce qui allait vraiment se dégager du deuxième film et qu'est-ce qu'il allait pouvoir apporter de plus. Totalement. C'était vraiment l'objectif du deuxième.
On va voir ça. Juste dernier petit clin d'œil, ce qui rajoute la cerise sur le gâteau, c'est la musique de John Williams. C'est vrai, tu as raison de le préciser. Qui a créé un c'est thème anecdotique, mais c'est vrai qu'à chaque fois... Comme tous les thèmes de John Williams pour chacun de ses films, c'est parfait quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc on va se retrouver tout de suite pour parler du deuxième.